Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. L'équipe de 1000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec notre vision. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang, ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Et derrière, tu peux prendre rendez-vous avec un médecin si tu veux aller plus loin. Bref, c'est un outil pour comprendre, optimiser, suivre ta santé dans le temps. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code podcast1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast. Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000% podcast, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on va parler du nouveau record du monde du marathon. Vous l'avez sûrement vu. Donc, ça a fait les gros titres. Certaines d'ailleurs parlent de dopage, certaines parlent d'entraînement extraordinaire, d'autres parlent de nutrition révolutionnaire, d'autres vont au contraire parler des chaussures. Donc, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Blaise Dubois, qui est maintenant un habitué du podcast et que vous devez sûrement connaître. Donc, on va laisser à Blaise tranquillement le temps de se présenter et on va essayer justement de décortiquer cette performance-là. On va pas vous conseiller les entraînements, bien sûr, du recordman du monde, mais on va essayer d'y voir plus clair, que ce soit sur le matériel et tout ce qu'il y a autour. Comment ça va, Blaise? Ça va super bien. Et toi? Moi, ça va super. Au contraire, j'ai hâte d'avoir ton avis sur cette question. On a essayé de faire l'épisode la semaine dernière. Malheureusement, on n'a pas réussi à booker ça à temps. Donc, très contente de le faire aujourd'hui et j'ai hâte surtout d'avoir ton avis sur cette question-là. Donc, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Je pense que maintenant, nos auditeurs te connaissent très bien. Ouais. Alors, Blaise Dubois, physiothérapeute de profession, mais je suis le fondateur de la Clinique du coureur, auteur du livre La santé par la course à pied. Et puis, je suis un coureur depuis de nombreuses années. Je cours depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Un coureur de 800 mètres quand j'étais plus jeune. Et maintenant, je fais du trail plus long, donc vu que je deviens beaucoup trop lent. Mais toujours aussi excité de voir ce qui se passe sur la scène internationale avec ce fameux 2 heures enfin brisé après plusieurs tentatives avec tricherie, je dis bien, et marketing associé. Là, on a un vrai record en dessous de 2 heures. 2 personnes même qui ont réussi à descendre en dessous de ça. C'est génial. Alors, très, très excitant et j'ai hâte d'en parler avec toi. Ben, parfait, c'est vrai que tu as bien posé les bases. On a eu ce record donc avec Kipchoge qui était avec Ineos, il me semble, qui était son équipementier et son partenaire, pardon. Donc là, c'est la première fois qu'un homme est passé sous les 2 heures, mais dans des conditions assez particulières. Il y avait des lièvres, il y avait vraiment des situations, tout était optimisé autour de la performance et donc le record n'avait pas été homologué. Là, c'était un vrai record, donc c'était au marathon de Londres. Donc moi, je me suis penché un petit peu sur les entraînements. Il y avait peu d'infos qui ont fuité quand même parce que c'est des choses qui sont malheureusement un peu cachées parfois. Donc au niveau d'entraînement, il n'y a pas l'air d'avoir une énorme différence entre l'entraînement qu'a eu Kipchoge et l'entraînement donc du nouveau recordman du monde qui s'appelle Seo. Donc je sais pas si je le prononce bien ou pas, mais en termes de volume, on était entre 220 et 250 km sur des pics de charge. Donc c'est des volumes assez habituels pour eux, pas pour nous. Pour nous, pauvres mortels, on est un petit peu loin. Il y avait quand même une prise de risque donc sur le nouveau recordman du monde dans ces entraînements, plus de haute intensité, plus de variété, plus également de travail sous fatigue. C'est un peu ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Mais en termes de méthodologie d'entraînement, pas de grandes modifications. Donc, je ne sais pas si toi, tu as eu quelques pistes ou quelques retours, Blaise, par rapport à ça. Non, j'ai juste vu une petite capsule où il lui posait la question, c'était quoi ton entraînement le plus difficile que tu as fait avant d'arriver ici à Londres? Et il disait, je pense qu'il a fait un 40 km en 2h03 à l'entraînement. Donc 2h03, Voilà. 2h04, je me souviens plus, mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Pas 42, mais 40 km. Mais quand même, les gars vont quand même faire des tempos soutenus, donc du bien élevé. Ouais.
C'est quand même impressionnant. Impressionnant. Et en termes de nutrition aussi, on sait que c'est un des paramètres importants, surtout sur du long. Et là, comme le marathon, ça commence, même si pour eux, c'est pas vraiment du long, mais c'est quand même quelque chose qui rentre en ligne de compte. On a entendu Kipchoge qui tournait à 100 grammes par heure. Là, on a eu des retours à 115 grammes de glucides par heure d'effort. Après, c'est l'équipementier Morten qui a donc fait cette déclaration. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça peut être un vecteur de performance supplémentaire? Est-ce que c'est du marketing? Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un record du monde comme ça, c'est qu'on veut trouver quelque chose. On ne peut pas que s'en remettre à la physiologie de l'individu, on ne peut pas que s'en remettre à des conditions environnementales exceptionnelles, ça nous prend quelque chose. Donc là, on saute sur la chaussure. Là, on a la nouveauté de la nutrition. La nutrition était une des choses qui était aussi qui avait été passablement étudiée dans Ineos et dans Sub2, en fin de compte, par Nike et par l'équipe, pour essayer d'optimiser ces choses-là. Après, il y a des études en laboratoire qui nous montrent que quand on consomme des glucides, ben, on améliore la performance de façon générale à ces intensités-là. Et puis après ça, il y a ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc, moi, je serais très intéressé de vraiment voir la consommation qu'il a eue pendant sa course. Parce que même si on lui donne des quantités précises avec du 115 grammes de glucides par... en fait, la question, c'est combien il en ingère. Quand il a ça dans les mains, on le voit bien. Il va assez proche de l'arrivée encore, il va chercher sa petite bouteille, il fait un petit détour, il la prend pour continuer de courir. Mais la question, c'est est-ce qu'il fait juste humecter la bouche? Est-ce qu'il se gargarise avec ça? Ou est-ce que vraiment il a une consommation précise de glucides dans ces quantités astronomiques qui, dans certains cas, causent des problèmes digestifs et d'autres complications? Donc, deux choses l'une. Individuellement, nous, il faut l'essayer avant. Hein, il ne faut pas s'arrêter à eux, ils font ça, donc moi, je vais faire la même chose. Et l'autre chose, c'est que je ne suis pas convaincu que c'est vraiment ces quantités-là que les gars ingèrent. Mais ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon expertise scientifique non plus. Donc, je m'arrêterai là. Ouais, ben merci. En tout cas, Blaise, c'était très complet. Et il y avait aussi RMC Running, dont j'ai vu un article pour travailler ce podcast, qui disait qu'il aurait pris du bicarbonate de sodium le matin tôt. Est-ce que tu avais déjà entendu parler justement de cette technique-là, qui apparemment réduirait l'accumulation d'acide lactique? Oui, ben en fait, c'est plus consommé dans les épreuves de plus courte piste. Donc, on parle du 800 mètres, on parle peut-être du 1500 aussi, mais on parle surtout des épreuves, par exemple, comme le patinage de vitesse longue piste. Ça, c'est des nouveautés qui, effectivement, améliorent les performances. C'est des bases, le bicarbonate est mélangé avec d'autres choses. La problématique avec ça, c'est que ça peut donner des problèmes digestifs, ça peut donner la diarrhée, donc il faut qu'il y ait une expérimentation préalable. Je ne connais pas les meilleurs protocoles aujourd'hui, mais je sais que ça s'utilise. Par contre, sur un marathon, je suis relativement surpris. Qu'on utilise ce genre de molécules-là, en plus avec les complications digestives associées qui pourraient arriver avec ce genre de trucs-là. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une... Tu sais, le problème aujourd'hui, c'est que l'information, elle est abondante sur 50 000 trucs. On nous dit n'importe quoi. Les biais commerciaux se mélangent. Donc, quand on parle des glucides, ben, c'est Morten qui est le sponsor. Peut-être que c'est une bonne manière de consommer des glucides pendant sa course, mais ça reste un sponsor qui, en fin de compte, tente d'influencer l'inconscient collectif pour consommer ses produits. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que le gars a fait? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais je pense que de toute façon, on n'aura pas la réponse ce soir, mais justement, le but, c'est d'ouvrir un petit peu des pistes et des réflexions pour nos auditeurs. Donc, on a vu l'entraînement, il n'y aurait pas forcément d'énormes modifications, peut-être un peu plus intensif. La nutrition, on a une petite augmentation peut-être, mais bon, à surveiller ce biais un petit peu marketing. Quelle est l'histoire justement de ce coureur-là? Je crois que c'est son 4e marathon. Est-ce que tu as justement son évolution un peu au fil du temps? Est-ce que c'est un record qui sort de nulle part? Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus? Ben, en fait, la première chose, en fin de compte, c'est que c'est son 4e marathon et les 3 autres, il les a fait en 2h02, quelque chose. Donc, d'emblée, on s'entend, il est dans les hautes sphères de la performance, collé au record du monde, et il en colle 3, un après l'autre. Et le dernier qu'il fait, c'est Berlin. Et Berlin, il faisait très chaud, et il arrive à faire 2h02,16. Et il gagne, bien évidemment, les 3 marathons, mais le 2h02,16 à Berlin, avec la chaleur qui existe, ben c'est un chrono de record du monde. Donc, quand lui, il se présente à Londres et qu'il va faire entre 13 et 16 degrés pendant toute la course, alors ceux qui sont plus lents, ils ont vécu de la chaleur un peu plus après, mais eux ont été juste dans une fenêtre qui était intéressante au niveau de la température.
peut-être pas parfaitement optimal, mais pour un Kenyan, 13 à 16 degrés, c'est parfait, hein, c'est exactement dans ces températures. Eh bien, en fait, lui, c'est clair qu'il démarre sa course en ayant dans sa mire non seulement le record du monde, mais probablement le moins de 2 heures. Donc, et ils sont partis relativement conservateurs quand même, avec un tout petit peu de vent, il y en avait très peu, avec quelques lièvres qui les ont amenés dans ces chronos-là. Et quand les lièvres ont disparu et que la course a explosé, ben, ils se sont quand même ramassés 2 en avant de peloton avec un petit vent dans le dos. Donc là, on avait vraiment des conditions idéales pour pouvoir performer sur cette course-là. Mais le gars qui gagne, c'est son 3e marathon, c'est 3 gros marathons qu'il a fait avec des performances exceptionnelles. Il n'est pas de nulle part. Et le deuxième, hein, qui lui est à son 1er marathon, a quand même eu le record du monde sur le semi pendant une bonne partie du temps. Et le 3e a volé le record du monde sur semi à celui qui fait 2e. Donc, on est vraiment avec 3 athlètes exceptionnels qui, dans cette course-là, sont accompagnés. On parle juste des 3 premiers, hein, mais il y en a 20 en arrière qui ont des chronos de malades. Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Retour au podcast. Oui, c'est vrai qu'au final, il y a quand même cette émulation, chacun se tire et ça pousse forcément à avoir des chronos. C'est vrai qu'on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on a moins ce phénomène d'aspiration qu'on peut retrouver au vélo, etc. Mais là, le fait d'avoir quelqu'un, un groupe, on se sent tiré, poussé et ça peut vraiment avoir un effet sur un chrono, là où on peut se retrouver tout seul malheureusement. Et on l'a vu avec notamment Kipchoge, qui a eu des lièvres qui se sont relayés pour sa performance. Oui, exactement. Puis, tu sais, on parlait du deuxième, Yomif, il a eu le record du monde sur semi en 57,30. Donc, on est avec des athlètes qui sont capables de courir le marathon à proche du 2 heures, 2h01. Donc, avec des conditions exceptionnelles, en plus environnementales, ben, c'est bingo, c'est parfait. Et c'est vrai que, tu vois, je ne sais pas si tu auras la réponse par rapport à ça. Désolé, je lance un petit pavé dans la mer, mais tu vois, Kipchoge était vraiment sur une allure constante qu'il a vraiment suivi de A à Z. Et là, on voit qu'il y a plutôt une variation d'allure dans son marathon où il va commencer peut-être un peu plus prudemment et finir très fort. On a eu notamment Véronique Billa qui était venue dans notre podcast et qui nous a parlé justement de l'intérêt d'avoir cette petite variation, de surfer un peu sur cette allure constante, mais d'être toujours un peu au-dessus, au-dessous et d'avoir pas vraiment cette vitesse constante. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce que c'est aussi le futur de l'athlétisme et des gros chronos sur du long, bien sûr? Je pense pas. En fait, ce que Véronique Billa amène est relativement quand même controversé. Certains sont convaincus qu'on maximise les performances avec la régularité. Le problème avec Haile Gebrselassie dans le temps et après ça, les nouveaux marathoniens qui battaient les records, c'est que les gars, ils maximisaient leur course avec une constance. Là, on a des gars qui ont de la réserve. Ils passent au semi, puis ils se disent, OK, je me suis conservé, je me suis gardé, puis ils ont de la réserve. Et c'est pour ça qu'il y a tout d'un coup des variations de rythme. C'est la raison pour laquelle tout d'un coup, ils mettent une bine. Qu'ils mettent une bine au Québec, c'est ils mettent une accélération. Fait que, voilà. En fait, peut-être qu'on pourra même maximiser les performances si on arrive à encore diminuer un petit peu ces variabilités. Et c'est ce que, par exemple, Guy Thibault, un physiologiste du Québec, pense. Je sais que Véronique Billa a une idée différente de tout ça, mais il y a une vraie controverse autour de ça. Mais tu sais, sur la piste, quand on veut faire des chronos et des performances, on a les lumières d'allure qui nous amènent exactement sur le pace qu'il faut avoir. Après, psychologiquement, d'avoir des moments où on récupère, des moments où on peut se donner, puis on se bat un peu plus, ben, ça peut être correct, mais d'un point de vue physiologique, ça ne fait pas nécessairement de sens selon plusieurs. Ok, et d'accord, mais chacun se fera son avis. Et c'est justement, j'étais intéressé pour avoir. C'est Guy Thibault, je crois, tu m'as Oui, dit. Hein. exactement. J'espère qu'on l'aura dans le podcast. J'ai envoyé un mail et s'il nous voit, j'espère qu'un jour il viendra échanger avec nous dans 1000%. Et donc, ce recordman du monde, quel a été son passé? C'est quoi? Vu qu'il a fait que 4 marathons, c'était quoi avant? C'était plutôt un demi-fondeur. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, c'est quand même ça qui est intéressant parce que il y a de plus en plus d'athlètes sur marathon qui viennent de l'Afrique de l'Est, dont le Kenya, qui n'ont pas passé nécessairement par la piste. Donc, le deuxième, Yomif, lui, il a fait de la piste, il a fait plein de chronos très solides sur 5000, 1500.
Il a été très, très fort sur court. Alors, Sawé, le premier, lui, a été beaucoup moins fort sur de la courte distance et s'est vraiment exprimé sur le plus long. Et il y a de plus en plus de personnes, bon, il a quand même 31 ans, hein, Sawé, mais il y a de plus en plus de jeunes qui se préparent directement pour le semi et le marathon. Donc, ils sont vraiment sur des courses de route où il y a de l'argent, où il y a des bourses, sans nécessairement passer par la piste comme Yomif l'a fait. Ok, et c'est une Ouais. nouvelle tendance qu'il peut y avoir, parce que c'est vrai qu'on dit souvent quand on est jeune, on va plutôt sur du court et après, plus tard, par défaut, on se redirige vers le semi et le marathon. Quelque chose qui est voué à changer aussi? Ben, moi, je pense que oui, parce que quand tu regardes encore une fois l'ancienne génération et tu parles de Bekele, de Kipchoge, de Haile Gebrselassie, tous ces individus-là ont commencé sur du 1500, du 5000, ils sont allés vers le 10, ils sont allés vers le demi sur la route et après ça, ils sont allés sur le marathon. Donc, dans leur carrière, en fin de compte, ils ont maximisé leur marathon dans des âges plus avancés. Maintenant, on va voir de plus en plus de plus jeunes qui s'attaquent directement au marathon puis qui n'ont pas passé par la route, donc qui font des quantités de volume importants et qui n'ont peut-être pas la vitesse qu'ils avaient sur du plus court, mais qui sont extrêmement performants sur le plus long. Bon, et ça voudrait dire que ce record-là est voué encore à évoluer? Si je Mais, comprends bien, s'il y a des gens qui se spécialisent de plus en plus ben jeunes, oui, en fait, quand tu regardes, là on regarde les deux qui ont brisé le 2 heures, mais en arrière d'eux, il y a une tonne d'athlètes de très haut niveau sur marathon qui vont continuer. La densité des chronos, la moyenne des chronos descend de façon accélérée, surtout en route, parce qu'il n'y avait pas de profondeur sur la route, comme il y a de la profondeur sur la piste. Donc, les records du monde, par exemple, sur la piste, tu regardes le nombre de records du monde, tu regardes les chronos, l'amélioration, même avec les pointes, même avec les plaques de carbone, même avec tout ça, dans les dernières années, là, je prends les 20 dernières années, c'est extrêmement stable. En fait, les records s'améliorent de façon très subtile parce qu'il y avait une profondeur dans ces performances qui était exceptionnelle. Le record du monde sur 5 km se bat avec Joshua Cheptegei sur piste, le 5000 mètres de 2 secondes, et sur la route de beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la profondeur. Donc là, aujourd'hui, on a des bourses, on a de l'argent, les gens vont vers la route, et en fait, les chronos sur la route s'améliorent de façon très importante et rapide. Et quand on parle du marathon et qu'on brise une barrière psychologique aussi pour certains coureurs, là, on vient de dire à tout le monde, ah, guys, c'est possible. On peut courir en dessous de 2 heures. Donc là, les gars, ils vont partir, et c'est la même chose pour les filles, hein, mais avec des chronos différents, ils vont partir sur des chronos où on va dire, OK, on décolle comme si on allait faire 2 heures, puis bon, ça passe ou ça passe pas. Mais on va l'essayer beaucoup plus qu'on l'a essayé dans le passé. ouais, ça va être exceptionnel. On a hâte de voir ça. Et donc, qu'est-ce qui a fait? On a vu donc des athlètes exceptionnels. On a vu des conditions peut-être aussi favorables. Tu as parlé d'un vent dans le dos. Mais j'imagine que c'est pas quand même le premier marathon où on voit ça. Donc, pourquoi ce marathon-là, il y a eu autant de records? On parle beaucoup de cette nouvelle chaussure, hein. On va en parler quand même. C'est aussi intéressant et je pense que les auditeurs aussi vont être intéressés par ce point-là. Est-ce que ça rentre dans l'équation, justement? Si on parle de la chaussure, là, je réponds à la première partie de ta Vas-y, question, vas-y, je viens à la vas-y. chaussure par la suite. Allez, super. Oui, ça rentre peut-être un peu dans l'équation, on va voir pourquoi. Mais là, tu as nommé plus de connaissances au niveau nutritionnel, hydratation. Peut-être que c'est une petite influence. Moi, je pense qu'on exagère, mais ça peut avoir une petite influence. On a parlé des conditions environnementales. Londres est un marathon rapide. Ils ont invité une tonne d'athlètes particulièrement forts avec des lièvres. On s'est bataillé jusqu'aux dernières minutes sur ce marathon-là. On a eu un peu de vent dans le dos. On n'est pas à Boston ou à New York avec des vallons et des dénivelés. On est sur quelque chose qui va être rapide. Et là, on a tout réuni ensemble on avait une température qui était relativement fraîche, 13 à 16. Donc, on a tout mis dans le même marathon, en fin de compte, les meilleures conditions qu'on peut avoir. Et après ça, il y a la fameuse chaussure. Fait que là, la fameuse chaussure, ça, c'est très intéressant parce que moi, quand il y a un marathon comme ça, un chrono qui se fait, là, les journalistes m'appellent et là, je suis passé à la radio. En fait, c'est que le truc, c'est qu'on dit, bon, encore la chaussure. C'est le truc, là. Au moment où on a un bon chrono, on se dit, bon, c'est encore les plaques de carbone. Alors, il y a ceux qui crient, c'est les plaques de carbone, venez acheter des chaussures dans ma boutique parce que j'en vends. Et puis, il y a ceux qui disent, alerte au dopage technologique, il faut arrêter de courir avec ces chaussures-là.
En fait, la chaussure a beaucoup moins d'influence qu'on pensait sur la performance. Et en fait, il y a des éléments de la chaussure qu'on sait qui sont adéquats et performants. Et je vais nommer par exemple ici le plus important qui est le poids de la chaussure. Et il y a d'autres facteurs qui sont connus et reconnus par de la science comme étant non efficaces pour améliorer la performance, mais qui sont largement véhiculés comme quelque chose à faire. Et je parle ici de la plaque de carbone. Alors, c'est super intéressant parce que comme tout le monde dit, bon, la nouvelle chaussure avec la nouvelle plaque de carbone, puis la chaussure, on la voit, hein, on voit bien la belle plaque de carbone qui fait tout le tour de la chaussure. Et je me dis, bon, ben, OK. Ma première réponse, c'est de dire, attends, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on a des plaques de carbone dans les chaussures. Donc, arrêtez de penser que c'est la plaque de carbone parce que si la plaque de carbone amène une amélioration, elle va arriver quand on l'intègre, quand tout d'un coup, il y a un avantage. Mais au moment où tout le monde court qu'avec des plaques de carbone, ben, ça n'a plus d'effet sur les chronos dans le monde parce que tout le monde ne court qu'avec des plaques de carbone et tout le monde en a une. Et les coureurs continuent de s'améliorer avec la même plaque de carbone. Mais là, ce que j'ai constaté avec la nouvelle chaussure, c'est qu'ils ont enlevé la plaque de carbone. En fait, ils ont enlevé toute la partie centrale, ils ont gardé 2 petites tiges de chaque côté pour augmenter peut-être un peu la rigidité longitudinale, réduire la rigidité torsionnelle. Ça ne change absolument rien à la stabilité de la chaussure, ça ne change rien à rien du tout, si ce n'est que d'augmenter un peu la rigidité. Et l'effet sur la performance de cette petite tige, de ces 2 tiges de carbone, est probablement minime, voire nul. Ils ont par contre réussi à trouver un foam encore plus léger que le foam PEBA, avec un niveau de compliance et de résilience, donc le retour énergétique qui est un petit peu meilleur. Quand je dis un petit peu meilleur, il faut savoir que l'EVA avait un retour d'énergie de peut-être 3 à 4 joules. Avec les foams PEBA, on est à 7 point quelque chose. Et puis avec ces foams-là, peut-être qu'on monte à 8. Et il faut savoir qu'un tendon d'Achille, c'est un retour d'énergie jusqu'à peu près 70 joules. Donc, on est dans des proportions qui restent minimales. Il faut savoir que la chaussure aujourd'hui est un outil marketing qui nous laisse croire qu'il faut que vous payiez 500 € ou 500 US dollars pour avoir cette fameuse chaussure. Et savez-vous quoi? Après le record du monde, ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Il n'y en a plus. Il y en a au Québec qui en veulent. Ils ne sont même pas disponibles. On n'arrive même pas à les acheter parce qu'ils n'ont pas réussi à en faire suffisamment. Mais c'est classique de ça. Ça, on appelle ça du marketing. Donc, une chaussure, par contre, on a enlevé la majorité de la plaque de carbone. On a gardé 2 petites chises, surtout sur le visuel pour montrer qu'il est là. On a trouvé des foams, par contre, qui sont en volumétrie plus légère. Donc, on a réussi à garder le maximalisme de la chaussure, mais en diminuant le poids de la chaussure. On a enlevé tous les caoutchoucs en dessous. On a gardé un petit caoutchouc très, très fin à l'avant pour l'effet peut-être antidérapage. Mais vraiment, si tu veux enlever du poids dans une chaussure, parce que c'est l'objectif de toutes les compagnies, depuis 2 ans, il y a une course au poids. Et en fin de compte, ce qu'ils ont réussi à faire, là, c'est à descendre en dessous de 100 grammes. Donc, ça, c'est une influence parce qu'on sait aujourd'hui que pour chaque 100 grammes dans les pieds, tu augmentes la consommation d'oxygène de 0,7 à 1,4 %, ce qui se traduit en performance de 0,5 à 1 % à peu près. Ben là, ils ont réussi à faire une chaussure qui était maximaliste, qui respecte les habitudes de chaussage des coureurs, qui est par contre de 100 grammes et qui va durer un marathon et 2 petits jogs. Là. Ça coûte cher du marathon, disons. Ouais, c'est vraiment juste pour courir celle-là. Et juste une question par rapport à ce retour. Tu dis qu'il y a une légère amélioration de ce retour-là. À Oui. partir de, est-ce qu'il y a des vitesses, est-ce qu'il y a eu des études sur les vitesses à laquelle on avait vraiment un retour positif, ou est-ce qu'à n'importe quelle vitesse, ce retour-là va être bénéfique pour tout le monde? C'est vrai que souvent on a entendu qu'à partir que plus la vitesse était importante, et aussi la qualité de l'appui aussi, hein, qui va modifier le retour. Est-ce qu'il y a des vérités par rapport à ça ou ça dépend vraiment de chacun? Ben pour avoir un certain effet de retour énergétique, puis là, je vais préciser quelque chose. Tout le monde parle de retour énergétique, mais imaginez que tu sautes sur une trampoline. OK? Un trampoline. Tu sautes et quand tu arrives sur le trampoline, en fin de compte, tu ne rigidifies pas tes jambes. Qu'est-ce qui va se produire? Tu vas t'écraser sur la trampoline. J'ai vraiment de la peine, je dis toujours là plutôt que le. C'est pas grave, tu peux dire là ici, t'inquiète, il n'y a pas de souci, Blaise. On peut dire la trampoline. Si jamais tu rigidifies tes jambes, tu peux profiter du matériel et de ce rebond de ce retour.
Mais si tu arrives sur le trampoline avec un petit peu trop de mollesse, en fin de compte, tu t'écrases. Donc, la dynamique de rigidité du corps sur un matériau résilient et compliant qui a un retour d'énergie se doit d'avoir un coupling idéal. Et c'est probablement une des raisons pourquoi il y en a qui portent ces chaussures-là et ils améliorent, mais zéro, leur performance. Ils se détériorent même dans leur performance par le fait de ne pas avoir le bon coupling de rigidité versus retour énergétique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle de retour d'énergie qui est à 70, 80, 85%. Mais la réalité, c'est qu'on perd 15% d'énergie. Parce que le retour, c'est pas un retour, c'est pas un gain. C'est que plutôt que d'avoir un retour à 100%, on a un retour à 70, 80, 85%. Et ce retour-là, en fin de compte, il n'est pas optimal. Parce qu'au moment où tu as un tissu qui absorbe, il y a une perte énergétique. Il y a un retour qui se fait pour une proportion, mais tu as un 15% de perte, qui est différent de si tu cours, par exemple, à l'autre extrême, sur une surface très ferme, pieds nus. Où là, par exemple, la rigidité, ben là, tu as moins que ce 15%. Donc, quand on dit retour d'énergie, ce n'est pas un retour énergétique ou ce n'est pas un trampoline qui te redonne de l'énergie pour, à chaque foulée, aller plus loin. Et là, il y a quelque chose qui est vrai dans ce que tu as dit, c'est que si tu dynamises ta foulée et que ton temps de contact au sol est un peu plus court, tu peux profiter un petit peu plus de cette trampoline de ce trampoline plutôt que, en fait, d'avoir une course qui est très lente où ton temps de contact au sol est très long et là où tu écrases ta chaussure puis finalement, ben, tu ne te repropulses pas parce que tu fais juste aller porter l'autre pied en avant. Donc, le dynamisme au sol peut avoir une influence sur ce genre de matériaux. Donc, c'est vrai, mais après ça, si tu me dis je cours à 4 minutes le kilo ou je cours à 2,50 le kilo, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une énorme différence. Il faudrait l'analyser un peu plus à fond, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait une énorme différence. Et surtout, c'est que le coureur récréatif qui s'achète cette paire de chaussures à 100 grammes et qui, lui, avait l'habitude de faire son marathon avec une chaussure à 350 grammes, ben lui, juste par le poids, on ne parle pas de vitesse, de résilience, de quoi que ce soit, juste par le poids de la chaussure, il va gagner sur son marathon à peu près 10 minutes. C'est énorme. C'est énorme. Eh oui. Et chez les élites en avant, ben, en fait, déjà, ils partent avec des chaussures. Saway, dans ses autres marathons, il faudrait vérifier ce qu'il avait, mais il avait probablement la Adidas à 138 grammes, l'ancienne génération, juste avant celle-là. Donc, ce qu'il a gagné, en fin de compte, c'est moins de plaques de carbone, plus de légèreté. Et nous, on le sait depuis plusieurs années que le seul vrai combat pour la chaussure pour performer, c'est le poids. Et après, le problème qu'on a, c'est que les athlètes, il faut qu'ils restent dans leurs habitudes. Donc, s'ils sont habitués à de la grosse chaussure maximaliste, à un certain degré de rigidité, à un certain degré de drop et un certain degré de protection en dessous du pied, on essaie de ne pas changer ses habitudes d'entraînement pour aller vers des chaussures plus légères qui respectent les particularités de leurs chaussures d'entraînement. Donc, dans le temps, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'ils s'habituent à des chaussures plus minimalistes parce qu'on savait que les plus performantes étaient plus minimalistes. Maintenant, ils continuent de s'entraîner avec des grosses godasses et voilà. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Donc là, ils ont quand même réussi à perdre l'équivalent de 40 grammes presque, c'est ça, la nouvelle chaussure? 40 grammes, ouais. Et Et là, ils ont dépassé tout le monde. c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu des retours un peu des ingénieurs chez tu sais ce qui s'est passé chez Adidas? Parce que ça va être un secret là. Oui, en fait, c'est qu'ils cherchent depuis bien longtemps. Tu sais, quand Nike a sorti sa Vaporfly 4%, elle faisait 220 grammes. Ils ont sorti la Next l'année suivante, 180 grammes. Et depuis, là, il y a une sorte de course. Comment on peut faire pour encore alléger? Donc, pour alléger, tu as deux méthodes. Tu enlèves du contenu. Donc là, ils ont tout essayé. Ils ont essayé des trous centrales, des trous dans l'arche, des empeignes qui sont encore de plus en plus fragiles, mais qui sont de plus en plus légères.
Et là, ben, ils ont été après ça, tu enlèves la semelle de caoutchouc, donc là, la durabilité diminue de façon considérable. Et puis, ben, le problème avec des chaussures que tu veux super légères, mais qui ont 40 mm de stack d'épaisseur, ben, c'est que c'est des chaussures qui sont un peu instables, qui vont se déformer et qui ne dureront pas dans le temps. Donc, c'est une des problématiques avec ces chaussures-là. Et puis, ben là, après ça, on a eu Adidas qui a sorti la 138 grammes, Nike a ressorti une 128 grammes. Et puis là, on entendait dire qu'il y avait des Chinois qui avaient une chaussure à 100 grammes. Et là, c'est Adidas qui la sort. Ok, Mais moi, je ben n'avais pas de hint sur ces chaussures-là en amont. Là. Ouais. Ok, et il y a pas toutes les marques, j'imagine, vont tout faire maintenant pour rattraper le Oui. retard, j'imagine. Mais c'est exceptionnel, c'est une nouvelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc on a compris qu'ils ont enlevé donc des matériaux qui étaient entre guillemets inutiles, et aussi au Ouais. niveau de cette mousse, ils ont trouvé un nouveau composant ou c'est toujours le même, ou peut-être une Ben composition non, qui a changé? il semble avoir trouvé une nouvelle composante de mousse, en fin de compte, qui est encore même un peu plus résiliente que le PEBA. Donc, un retour d'énergie encore un petit peu plus élevé, mais de façon subtile, mais surtout encore plus légère pour la même volumétrie. Donc, ils ont Ok. réussi à faire une chaussure qui a 37 mm de stack. Alors, la prochaine étape, elle est simple. Hein. Il faut la Ah. réduire à 20 mm. Puis là, tu vas pouvoir enlever un petit peu de trucs. Il faut juste que tes coureurs soient bien habitués à courir avec ces chaussures-là. C'est quand même incroyable de réussir à faire une chaussure à moins de 100 grammes, c'est tout simplement exceptionnel. Après, peut-être qu'ils méritent aussi leur coup de communication, donc bravo à Adidas pour ce qu'ils ont fait, mais vous avez bien compris que c'était vraiment des chaussures qui n'allaient pas avoir de durabilité, que c'est vraiment juste pour faire un marathon. Et allez, tu as estimé à Ouais. combien, Blaise, 1% à peu près l'amélioration des performances avec ce petit gap? Alors, si tu t'enlèves, tu prends l'ancienne génération, par Oui, exemple, sur l'ancienne, ouais. on va prendre la Nike Vaporfly 4% qui est sortie il y a 10 ans, en fin de compte, avec les foams PEBA, les nouveaux foams. Mhm. Elle faisait 220 grammes. Là, on tombe en dessous de 100 grammes, donc c'est un peu plus de 100 grammes. Donc, on peut estimer que l'amélioration en économie de course va être entre 0,75 et 1,5. Et ça correspond à peu près 1% d'amélioration de la performance chez ceux qui répondent. 1%, excuse, juste avec le poids. Après, il y a le fait de répondre ou pas à ces chaussures plus maximalistes qui ont un retour énergétique. Fait que là, il y a peut-être un petit gain encore minimal que tu peux avoir. Mais oui, c'est possible qu'effectivement, que la chaussure, avec la réduction du poids, ait eu une influence sur la performance. Mais ça, on le sait, il y a 30 papiers scientifiques sur le sujet, on le sait depuis tout le temps. Hein. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de laisser croire que plus il y avait de l'amorti, plus il y avait de retour énergétique. Ça, c'est pas vrai. Plus il y avait de la rigidité avec la plaque de carbone, plus on allait rebondir. Alors, j'aime bien parce que je sais pas si tu as vu il y a toujours les trucs Instagram, ils prennent la chaussure, ils la plient, Oui. ils la lâchent et elle saute. Après, Là. elle saute. Ouais. Voilà, et puis j'en ai vu un dernièrement qui m'a fait beaucoup rire parce qu'ils prennent la Nike XY, l'autre Hyperspeed qui est comme ça, et là ils prennent la Adidas qui a juste les deux petites tiges de carbone, donc elle est beaucoup moins rigide. Ils le font et elle fait juste un petit saut sur place. Et là tu te dis, OK, peut-être qu'on va enfin démolir ce fameux mythe de la plaque de carbone qui nous propulse vers l'avant. Ah, attention, peut-être que ils vont vers l'avant, mais au final, ils vont décrédibiliser le carbone. Peut-être que c'est une avancée, alors peut-être, Blaise. Il faut voir le Peut-être. côté positif des choses. Donc, on a tout compris, hein, je pense. On a bien résumé. Donc, un entraînement optimisé, une nutrition. On a dit, bon, on peut pas forcément s'y fier, mais qui, je pense, est quand même bien optimisé aussi. On a vu des conditions de course parfaites, un parcours très relevé, une nouvelle chaussure. Tout est réuni en fait pour faire le record du monde. Mais la question c'est, Ouais. est-ce que tout sera encore réuni prochainement pour encore en rebattre un? Certains disent que quand on bat le record du monde une fois, après derrière il tombe dans la même année une ou deux fois de plus. C'est vrai que c'est souvent le cas. C'est ça qu'on observe. On voit des périodes où finalement on se relance sur les records du monde. C'est quand même intéressant parce que quand tu regardes l'amélioration des courbes de record du monde, il n'y a pas d'irrégularité. Là. On est vraiment dans une tendance. Et c'est intéressant aussi parce que Guy Thibault avec Perronnet avait prédit il y a déjà très longtemps que normalement on briserait le 2 heures cette année. Juste avec l'amélioration des compétences physiologiques des athlètes et les courbes d'évolution de VO2, économie de course et ainsi de suite.
Fait que je pense que c'est quelque chose qui est dans la courbe, en fin de compte. Moi, je pense qu'on va revoir des chronos qui vont s'approcher du 2 heures, un petit peu en dessous, un petit peu en dessous, de façon beaucoup plus fréquente à partir de là. L'autre chose aussi qui est intrigante, en fin de compte, c'est que quand on parle des chaussures, normalement, il y a des normes que l'Association internationale de l'athlétisme, la World Athletic, en fin de compte, a mis en place. C'est maximum 40 mm d'épaisseur. Bien évidemment, c'est respecté. Maximum une plaque de carbone. Là, on commence à l'enlever. Et puis, l'autre chose, en fait, c'est qu'il faut que les chaussures soient disponibles sur le marché et depuis 3 mois. Donc, je suis quand même surpris, en fin de compte. Je ne sais pas comment, parce qu'il faut qu'ils les fassent, les chaussures, ils les font tester par la World Athletic pour être sûr qu'elles soient légales. Et puis, parce que maintenant, on a peur pour le dopage technologique, le vrai. Hein? Et puis, en fait, la question, c'est cette chaussure-là, moi, je ne la connaissais pas avant. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont fait tester par la World Athletic. Ça veut dire qu'ils l'ont peut-être mis sur le marché à petite envergure. Et puis, là, les athlètes ont commencé à s'entraîner un peu avec. Et là, ils ont fait leur marathon avec ça. Mais ça veut dire que Nike a peut-être sa prochaine aussi et que les autres compagnies ont aussi le leur. Donc, voilà. Ça va arriver. Et d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé. Là, tu parles de dopage technologique, mais il y a aussi quand même ces suspicions de dopage, surtout on sait dans le monde kenyan en ce moment. Là, de ce que j'ai vu, bon, après, est-ce que c'est que du marketing et de la communication encore? Il y avait quand même une grosse communication de sa part avant pour se faire tester continuellement tout au long de l'année. Je crois que c'est même son sponsor qui paye les contrôles antidopage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet, Blaise? Parce que c'est vrai que malheureusement, c'est quand même un sujet qu'il faut évoquer. Ouais. Alors, il y a deux choses. J'étais en conférence avant-hier et on m'a posé la question sur le dopage étatique du Kenya, parce que je vais au Kenya chaque année. Je rencontre bien évidemment beaucoup de gens autour de la course à pied de haut niveau. Je ne crois pas du tout au dopage étatique au Kenya, même s'ils sont cote A, c'est-à-dire qu'ils sont tout près de se faire retirer leur licence comme pays, en fin de compte, pour pouvoir participer aux Jeux olympiques parce qu'ils ont trop de cas de dopage. La majorité, c'est des cas de dopage individuels, c'est des problématiques de gens avec un manque d'éducation qui vont se faire mettre un corticoïde dans la cuisse parce qu'ils ont mal aux genoux. Donc, il y a une vraie problématique au Kenya de dopage désorganisé, du mauvais dopage, on va se le dire. Et moi, quand je vois Sawe qui s'est fait tester dans les 6 derniers mois 25 fois, j'ai envie de dire ça me rassure. Ça me rassure parce que je me dis, en fait, son sponsor Adidas, en fin de compte, paye pour être sûr que son nom ne soit pas entaché à des athlètes. Donc, je suis encore confiant qu'effectivement, il n'y ait pas de dopage associé. Par contre, on n'est pas à l'abri d'absolument rien. Donc, je crois même que Sawe a donné son nom volontaire pour être testé par une organisation indépendante européenne là, qui teste tous les athlètes, dans lequel Kylian et compagnie sont. Comment ça s'appelle? C'est, voyons, j'ai un blanc. Mais ils peuvent tout simplement avoir un passeport biologique et des tests qui vont leur faire de façon récurrente pour bien suivre leurs avancées et leurs trucs. Donc, j'espère pour lui. En étant Kenya, c'est bien évidemment, on pourrait le suspecter. Après, il y a tout un peloton en arrière de personnes qui on ne sait pas non plus. Puis bon, fait que j'espère. Moi, je rêve quand même à un sport propre et j'espère qu'on n'est pas trop gangréné par le dopage chez les athlètes élites aujourd'hui. Surtout que là, l'histoire est assez belle. Hein, tu l'as dit avec justement, il y a vraiment une envie de sa part de montrer qu'il est propre et de lutter justement contre le dopage et de casser cette image. Après, malheureusement, moi, j'ai toujours été fan de vélo et c'est vrai que Lance Armstrong a eu cette image notamment avec son cancer d'avancer et au final, on s'est rendu compte que c'était complètement un escroc. Donc, j'espère qu'on n'aura pas cette mauvaise expérience. Et en tout cas, il fait tout pour faire les choses bien et c'est complètement louable. Donc, après, c'est libre à nos auditeurs de faire leur propre interprétation. Et si jamais il était pris pour dopage, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens dans son environnement qui seraient suspectés. Là, on ne serait plus du tout dans du dopage individuel parce que ça voudrait dire que ça a été très, très bien orchestré et organisé. Pour qu'il ait un test à tous les mois avec l'Organisation mondiale antidopage, c'est quand même peu probable.
C'est sûr. Ben, Blaise, je pense qu'on a été très complet sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué qui peut jouer justement un petit, allez, on va dire une petite seconde, une petite dizaine de secondes en plus pour avoir ce record ou pas? Ou est-ce on a parlé de tout? Non, moi je pense on a fait quand même le tour. Tu sais, quand on parle de record et de chronomètre, il faut savoir que en 2001, c'était moins de 20% des 100 meilleurs chronos sur marathon qui étaient des femmes d'Afrique de l'Est. Moins de 20%. Et aujourd'hui, c'est plus de 90%. Donc, le fait d'avoir des Africains de l'Est, et là, on prend nos 3 premiers, hein, qui sont Kenya, Éthiopie, Ouganda. Quand on a de plus en plus d'hommes et de femmes de ces pays-là qui arrivent à se payer un billet d'avion, qui arrivent à venir faire des courses internationales, ben, c'est clair que ça rehausse le niveau. C'est clair que ça ouvre la porte à beaucoup plus à des meilleurs chronos sur la route. Et c'est ce qui est arrivé dans les 10 dernières années. Après ça, on a eu aussi le camp COVID, on a eu un apprentissage sur le positionnement des lièvres pour bien se cacher puis avoir un effet d'aspiration. On a eu beaucoup d'apprentissage. Une autre petite chose que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a un retour à la mode du volume d'entraînement. Donc, les gars et les filles courent de plus en plus. Ils courent des gros volumes. Là, on est au-dessus de 200 km, hein, entre 200 et 250 km par semaine. On a eu la mode il y a une vingtaine d'années où on faisait beaucoup plus de la qualité plutôt que beaucoup de volume. On est revenu un peu à ces aspects de volume. Peut-être que ça va varier encore dans le temps, mais ce qu'on constate, et je pense que c'est autant vrai pour la France que le Québec, c'est qu'il y a une masse de coureurs qui sont plus performants aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans. Mais quand on regarde dans les années 80-90, il y avait une tonne de coureurs de très haut niveau qui faisaient aussi des volumes impressionnants. Donc, j'ai l'impression qu'on suit des courbes d'intérêt à la course et que dans les années 80-90 versus aujourd'hui, on est dans des volumes plus importants, on a plus d'intérêt à la course et il y a beaucoup plus d'athlètes de haut niveau. Donc, peut-être que la tendance au volume, la tendance à s'entraîner beaucoup, la tendance à la course de route avec les bourses qui sont exposées est peut-être un des facteurs clés de l'amélioration des performances sur la route. Et là, on a parlé beaucoup du record masculin, mais c'est vrai qu'aussi les records féminins sont en train de tomber aussi. Et surtout, à chaque fois, c'est vraiment pas quelques secondes. Est-ce qu'on peut réimaginer à terme peut-être une femme se rapprocher des 2 heures? Ouais, c'est comme là, ça devient quand même un peu compliqué. Tu sais, on a beaucoup parlé des hommes là parce qu'on vient de briser une barrière mythique, le 2 heures. Bien sûr. Après, chez les femmes, on a eu un 2h09, un 2h11. On est dans des chronos qui sont exceptionnels et qui sont à la hauteur du 2 heures, du dessous de 2 heures, du sub-2 chez les hommes. Mais se rapprocher des 2 heures, ça va prendre encore quelques dizaines d'années pour les femmes, on s'entend. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu penses qu'à terme, ça peut être une barrière qui peut être franchie par la femme? Justement, je parle pas demain, hein. Ouais. Je parle dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Quand on voit justement l'avancée et j'ai l'impression aussi qu'il y a une densité de coureuses qui est peut-être plus importante aussi qu'avant. Je sais pas si je me trompe. Oui, mais là, si tu me dis 20, 30, 40 ans, je vais te dire non. Okay. Si tu me dis 100, 150 ans, peut-être. Là, c'est la nouvelle chaussure, Blaise. C'est la nouvelle chaussure à 10 grammes, on ne sait jamais. Voilà, avec une plaque de carbone. Plutôt que pas de plaque de carbone. Ouais. Ok, donc on va patienter un petit peu, mais c'est vrai que ces records féminins aussi, quand même, chaque fois, c'est presque des minutes qui tombent et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et c'est aussi, ça sera bien de faire un épisode sur ce sujet-là aussi pour mettre en avant ces athlètes. Oui, parce qu'à Londres, ils ont le marathon que pour les femmes, hein, où il n'y a pas de lièvre homme, et ils ont quand même battu le record du monde. Donc, il y avait quelque chose d'exceptionnel. La seule chose, c'est que ça a été un peu effacé par la course masculine parce que les hommes ont fait en dessous de 2 heures. Et ça, on l'attend depuis des décennies et des décennies. Donc, voilà. Bien sûr. Et la femme l'a aussi battu avec la paire de Adidas aussi, il me semble. Oui, bien sûr. Donc tout le monde, donc voilà. Je pense que vous avez compris la recette pour un bon record du monde. Toutes les planètes étaient alignées et au final, ça a marché. Donc je pense qu'on a été assez clair. Un grand merci, Blaise, pour toutes ces explications, ces précisions. Je pense que les auditeurs vont pas se ruer sur la chaussure à 500 € qui leur permettra juste de faire un marathon. Je pense qu'ils vont... déjà, elle n'est pas disponible. Donc au moins ils n'ont pas le choix, ils pourront pas l'acheter. Mais tu sais, moi, j'ai fait mon marathon il y a déjà plusieurs années. Ça doit faire 10-15 ans au moins. Et je l'ai fait avec une chaussure de 100 grammes. De 100 grammes? Le problème, ben oui, 100 grammes.
Mais Adidas a dit 0, 100 grammes. Le problème, c'est que dans mon temps, pour avoir 100 grammes, ben, on avait 1 centimètre d'EVA plutôt que 40 millimètres de PEBA ou d'autres foams super light. Mais avec 1 centimètre j'arrivais à avoir une chaussure à 95-97 grammes. Donc, j'ai fait mes 2 marathons avec ça. Et le point par rapport à ça, c'est que les coureurs n'arrivaient pas à porter ces chaussures-là dans le temps parce qu'ils étaient mésadaptés au minimalisme par le port de chaussures traditionnelles. Et c'est encore la raison aujourd'hui. La prochaine étape, si on va encore alléger la chaussure, c'est de commencer à baisser le stack parce qu'il faut enlever du volume à quelque part et on va se ramasser avec des chaussures peut-être à 20 mm. Et à 20 mm, il faut juste s'assurer de s'entraîner avec. Et à 20 mm, on va être aussi un petit peu plus stable parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais avec ces grosses chaussures molles, très light, les coureurs ont tendance à s'écraser dans une pronation qui est exagérée par rapport à leur même pronation à eux-mêmes. Donc, on exagère la pronation en lien avec ces chaussures molles, ce qui n'est pas toujours une extraordinaire idée non plus. Même si la pronation n'est pas un problème en soi, quand il y a de l'extra-pronation amenée par la mollesse de la chaussure, ça pourrait causer des problèmes. Eh bien, merci Blaise pour cette précision. Et il y a un futur marathon, il y a un futur trail de prévu ou pas? Ou le marathon c'est fini, ça y est, les chaussures elles sont sur le côté? Alors non, mais maintenant j'ai en fait, je fais un petit demi-marathon de temps en temps, mais maintenant je fais plus des courses de trail. Donc, si je m'oriente vers une plus longue distance, c'est en sentier pour voir du paysage, pour profiter, pour m'arrêter, pour manger. Fait que non, je suis plus du tout dans la performance. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien quand même me donner un peu, mais voilà. Mais ouais, on s'entraîne quand même. J'ai pas aucun objectif sportif, mais on s'entraîne quand même en cas où. Eh bien, c'est super, Blaise. Ben, un grand merci. D'ailleurs, si vous voulez approfondir tout ça, on mettra les liens de Blaise en description avec, bien sûr, le livre qui est super et qui est une référence dans ce qui est de la littérature sur la course à pied. Donc, un grand merci, Blaise. Et on a fait également des épisodes avec Blaise sur des pathologies particulières. Donc, on vous mettra tous les épisodes avec Blaise si ça vous a intéressé pour aller voir un petit peu nos épisodes précédents. Un grand merci et à bientôt peut-être pour un futur épisode. Merci Alex. Merci Blaise. Ciao, ciao. Ciao.